Merci beaucoup d'être ici ce soir. Donc, je suis Franck Blanès et je suis formateur en programmation neurolinguistique, donc en PNL, et en hypnose ericksonienne. Et je suis l'un des rares formateurs français à être accrédité et agréé par Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL. J'ai également eu la chance de travailler, d'apprendre l'hypnose avec des disciples d'Erickson. Et donc ça fait longtemps que je fais de la PNL. J'ai commencé la PNL en l'utilisant dans mes activités de manager au sein de sociétés et de créateurs d'entreprises, notamment pour vendre des produits, pour négocier des contrats, pour recruter des gens, pour manager des équipes. Puis je l'ai utilisé en tant que thérapeute puisque j'ai été hypnothérapeute. Okay. L'origine de la PNL, on entend beaucoup de choses sur ce sujet-là, elle est assez mal connue. Donc la PNL, en fait, donc dans les années 70, Richard Bandler était étudiant en psychologie à l'université de Santa Cruz en Californie, et il a lu beaucoup d'ouvrages pour voir s'il y avait des thérapeutes qui avaient des résultats positifs de manière standard. C'est-à-dire qui avaient tout le temps des résultats positifs dans leur travail. Et en fait, il n'en a quasiment pas trouvé. Et quand les gens avaient des résultats positifs, ils ne savaient pas d'où ça venait. C'est-à-dire qu'en fait, c'était soit par chance, mais il n'y avait pas de méthode qui faisait tout ça. Donc, il a cherché dans ce sens. Il voulait mettre en place des résultats positifs systématiques en thérapie. Donc Richard Bandler était proche des principales personnes qui dirigeaient l'école de Palo Alto. Donc l'école de Palo Alto, c'est le centre de la thérapie brève. C'est eux qui l'ont créé en Californie. Alors on l'appelle depuis longtemps l'école de Palo Alto. En fait aujourd'hui, depuis déjà un certain nombre d'années, ça s'appelle le Mental Research Institute, mais on la désigne encore comme l'école de Palo Alto. Il connaissait le directeur de Palo Alto qui s'appelait Gregory Bateson. Palo Alto a créé la thérapie brève grâce à ses rencontres avec Milton Erickson, essentiellement. Donc Milton Erickson, c'est la personne qui a révolutionné le monde de l'hypnose il y a un siècle. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle ça l'hypnose ericksonienne. Okay. Donc Bateson a présenté Richard Bandler. Tu ne peux pas appuyer sur ton truc parce que sinon ça va s'éteindre. C'est pas grave. Et donc il a présenté Richard Bandler et John Grinder, donc les deux co-créateurs de la PNL, à Milton Erickson, et ils se sont rendus compte que Erickson avait des résultats positifs systématiques. Donc ils ont modélisé le travail d'Erickson, les séances d'Erickson, pour créer la PNL. Le rôle d'Erickson dans la PNL est un rôle absolument fondamental. Ensuite, ils ont modélisé d'autres talents, notamment des sportifs, des peintres, des musiciens, etc., etc. Donc, la PNL, ça a été d'abord fait pour être une thérapie. C'est fait pour aider les gens. C'est une relation d'aide, okay. Donc ça a été fait comme ça, et ce qui est vraiment aussi extrêmement important, et à chaque fois que j'entends Richard Bandler intervenir, il dit la même chose, c'est fait dans un cadre bienveillant, uniquement. Palo Alto également, puisque l'école de Palo Alto en fait reçoit des gens pour les aider, donc tout est dans la relation d'aide, et le cadre bienveillant est vraiment vraiment important. D'accord ? Alors, quel est l'objectif de la PNL ? Pas ceux qui sont venus faire ma formation. D'après vous, quel est l'objectif de la PNL ? On vient pour savoir. Non mais, d'après vous. Il y a plein de gens qui ont lu sur le sujet, vous connaissez ça depuis longtemps. Donc c'est quoi l'objectif ?
Mieux communiquer. Oui, c'est un des objectifs. C'est être en relation avec l'autre comme il est, C'est pouvoir l'aider à devenir comme il a envie d'être. Il y a beaucoup de nominalisation, on va en parler. Donc mieux communiquer, c'est un des objectifs, oui. C'est pas le principal. Le principal, c'est quoi, à votre avis? Et après le titre, c'est le lien entre la neurologie et le langage, non? Non, l'objectif. Bah, c'est de développer ça. Donc l'objectif principal, c'est d'acquérir des compétences pour trouver quel type de communication va influencer un individu. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser aussi bien pour vendre des produits que pour faire de la thérapie. D'accord? Je reviens là-dessus, avec le caractère bienveillant. C'est-à-dire que les gens qui viennent en thérapie, on va les influencer, c'est clair, mais en suivant leur objectif. D'accord? Donc en suivant ce qu'ils veulent atteindre. Donc on va les aider en les influençant, en suivant leur objectif. Donc le deuxième objectif, effectivement, c'est d'améliorer sa communication. Il y a un autre objectif. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos sur mon site, mais les vidéos des témoignages des gens, mais en fait, ils disent tous la même chose. Sur un point, ils disent quasiment tous la même chose. C'est assez drôle. Donc, ils disent souvent que ça a transformé leur vie. Donc, en fait, il y a un objectif de développement personnel. C'est normal, parce que dans la communication donc, va changer. Leur communication va changer durant l'apprentissage de la PNL et donc ça va avoir une influence neurologique. Donc ça améliore leur développement personnel. Donc c'est une introduction à la PNL ce soir sur certains points, puisque ma formation elle dure 9 jours, donc là ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Donc je vais parler de certains points qui me paraissent fondamentaux en PNL, et j'ai choisi de les illustrer avec le discours de notre président. L'analyse que je vais en faire, c'est une analyse personnelle comme professionnel de la PNL. La PNL n'est pas une science. D'ailleurs, souvent, j'entends dire « Oui, mais la PNL, c'est pas une science. » Oui, Bandler a toujours dit que c'était pas une science, la PNL. Mais depuis 50 ans, au fur et à mesure des années, on se rend compte quand même que ce qu'il a raconté est de plus en plus prouvé, justement, par les neurosciences. Mais c'est pas une science, c'est uniquement mon analyse personnelle. Le président utilise beaucoup la PNL et vous n'êtes pas sans savoir qu'il a même à ses côtés une unité de nudge. Donc le nudge, c'est un terme anglo-saxon qui est traduit comme coup de pouce en français. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que les gens qui hésitent, grâce au nudge, le nudge, c'est en fait des outils, des techniques comportementaux. Donc grâce à ces techniques, les gens qui hésitent, on va les mettre dans la bonne direction. La définition anglo-saxonne du nudge, il y en a beaucoup des définitions, hein. Celle que j'ai lue, c'est en fait d'utiliser des suggestions indirectes pour influencer un individu ou un groupe d'individus. D'accord? Donc en fait, c'est très puissant comme méthode. Une partie du nudge utilise les mêmes concepts que la PNL. Par exemple, 2x2. 2x2, 4. Elle ne s'est pas posé de questions. D'accord? Donc ça, en nudge, ça s'appelle le système 1. En PNL, ça s'appelle l'inconscient. Et un peu plus compliqué, 32 x 43. Donc là, la réponse ne va pas venir tout de suite, d'accord? Bon, moi je suis assez rapide en calcul rapide. Ça m'a pris à peu près 1 minute. Je ne l'ai pas fait tout de suite. 1376. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en nudge le système 2. Et en hypnose et en PNL, ça s'appelle le conscient. D'accord? Donc il y a une partie du nudge qui recouvre la PNL. Et d'ailleurs dans les discours, vous allez voir qu'il y a énormément de PNL. Donc
la partie sur le nudge, il y a une partie sur le nudge qui fera l'objet d'une autre conférence, parce que je ne pouvais pas faire tout ça aujourd'hui, notamment pourquoi avec 99 et quelques pourcents statistiquement, les gens ont quasiment aucun risque sur le Covid et pourquoi ils en ont peur, par exemple, pourquoi ils se font tous vacciner, puisqu'il y a à peu près 90% des gens aujourd'hui qui, sur la possibilité de se faire vacciner, l'ont fait, alors qu'au départ, dans les sondages, c'était 30 à 40%, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des techniques qui sont couvertes par le nudge, donc qui feront l'objet d'une autre conférence. Alors, le premier point que je voudrais aborder ce soir en PNL, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc la synchronisation, c'est un terme très connu en PNL. Ça veut dire se connecter aux gens. En clair, ça signifie établir une relation de confiance. Ok. Alors, c'est très connu en PNL, sauf qu'en fait, c'est souvent enseigné de manière complètement erronée. Dans quasiment toutes les écoles de PNL en France, c'est enseigné d'une certaine manière. Pardon. Donc, comment synchroniser? Donc, les mauvaises solutions pour synchroniser, c'est faire la même chose que ce que la personne fait en face de vous. D'accord? Elle fait ça, elle croise ses bras comme ça, et donc, moi, je vais faire la même chose. D'accord? Où ça va être? Merci beaucoup, Philippe. Où ça va être, par exemple, de croiser ses jambes si la personne a les jambes croisées, etc. Donc ça, c'est enseigné à peu près partout. Donc il y a deux problématiques sur cette synchronisation. C'est que, elle n'est pas efficace, et je crois que c'est vraiment le problème principal. D'accord? Se synchroniser sur les gestes, ça n'a pas d'efficacité. Et deux, comme maintenant la PNL est rentrée un peu partout dans les entreprises, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on l'utilise, la problématique, c'est que vous risquez de vous rendre compte d'être en face de quelqu'un qui connaît la méthode, la mauvaise méthode. D'accord? Notamment dans tout ce qui est RH, dans tout ce qui est recrutement, etc. Donc vous faites ça, et au lieu de parler de synchronisation, on va parler de désynchronisation immédiate, parce que la personne va voir que vous la singez. Ok? Donc ça, c'est les mauvaises techniques de synchronisation. Okay. Les bonnes techniques de synchronisation, en fait, c'est basé sur ce que j'appelle les systèmes de représentation. Donc je vais en parler. Donc la plupart des écoles, donc les systèmes de représentation, d'abord c'est quoi? On va les définir. Ce sont nos 5 sens. D'accord? Donc auditif, visuel, kinesthésique, le toucher, olfactif, gustatif. En général, olfactif et gustatif, on le met un peu de côté. C'est rare que ça soit des sens principaux. Quoique, les femmes ont en général un système olfactif beaucoup plus développé. Hein. Mais en général, ce n'est pas leur principal système de représentation. Donc, la plupart du temps, on vous dit que vous avez un système de représentation en PNL plus développé que les autres. En réalité, on a pour la plupart 2 systèmes de représentation qui sont plus développés que les autres. Ok? Donc il y a un système de représentation qui est déterminé par la parole, on appelle ça des prédicats. Donc là, il faut écouter comment parlent les gens, pas le fond de ce qu'ils disent, mais la forme, c'est-à-dire quels mots ils utilisent. D'accord? Donc, les auditifs, ils vont utiliser des mots comme analyser, comprendre, dire, se dire, raconter, etc. Des termes comme ça. Les visuels parlent très souvent en métaphore. Okay? Et ils vont utiliser des mots comme voir, remarquer, observer, c'est clair. Mais c'est souvent des métaphores. Et les kinesthésiques, eux, ils sont dans le ressenti.
je sens, je ressens, souvent en relation avec la température. Okay. Donc, il va falloir, et c'est l'objet dans la formation, j'insiste beaucoup là-dessus, il va falloir trouver le système de représentation prédicat très rapidement. D'accord ? Si vous vendez un produit, vous allez utiliser le système de représentation de la personne. Si vous lui parlez en ressenti alors que la personne est auditive, vous n'allez pas vous comprendre, c'est le cas de le dire. Vous n'allez pas vous comprendre. Elle va vous dire je ne comprends pas ce que vous me racontez. D'accord ? Donc en fait, il va falloir oublier son système de représentation. Si vous avez la chance que ça soit le même, ben, très bien. Sinon, il va falloir vous adapter sur le système de représentation de la personne, en l'occurrence par exemple du client qui vient vous acheter une voiture. Okay ? Donc il va falloir le détecter très vite et parler dans le même sens que lui. Alors en thérapie ça peut être également la même chose. Moi j'ai un autre système, lorsqu'une personne m'appelle au téléphone, en fait au lieu de me mettre dans son système de représentation, je lui dis comment elle est en 2 minutes. Alors, vous allez me dire comment je fais pour lui dire comment elle est en 2 minutes. Parce qu'en fait, les systèmes de représentation sont couplés avec d'autres choses qui représentent des personnes. En PNL, on va l'aborder un tout petit peu ce soir, ça s'appelle les métaprogrammes. Donc si la personne est auditive, en général, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je ne vais pas lui dire monsieur un tel ou madame un tel, vous êtes comme ça, vous faites ci, vos valeurs, c'est ça. Non, pas du tout. Mais je vais lui donner quelques caractéristiques principales. Et en fait, ces caractéristiques principales vont énormément l'étonner. Je vais lui dire au bout de 2-3 minutes au téléphone. Et l'avantage de ça, c'est que 1, il n'y a plus de concurrence, parce que personne ne fait ça. Et 2, ça a un impact extrêmement important sur la thérapie. Si vous êtes dans la relation d'aide, c'est directement 50% de réussite sur la thérapie. Okay. Alors, le deuxième système de représentation qui est très développé, c'est ce qu'on appelle les accès oculaires. Donc en fait, c'est comment vous regardez quand on vous pose une question ou quand vous réfléchissez. Vous avez sans doute entendu parler des enseignants en fait, qui disent par exemple aux parents « Oui, votre enfant il regarde toujours en l'air, il ne suit pas son cours. » En fait, il regarde en l'air parce qu'il voit des images. Donc il suit le cours, mais la parole de l'enseignante est traduite en images. D'accord ? Donc en clair, pour faire simple, quand les gens regardent en l'air, quand vous leur posez une question, ils sont visuels, avec leurs accès oculaires. Quand ils regardent en face, contrairement à ce qu'on dit dans tous les bouquins de PNL et dans toutes les écoles de PNL en France, ils ne sont pas auditifs. Si ils regardent là sur votre droite ou sur votre gauche, ils sont auditifs. S'ils regardent en face, s'ils vous regardent, dans 9 fois sur 10, ils sont visuels. D'accord ? J'entends à chaque fois si c'est au milieu, en face, ils sont auditifs. Non. Et s'ils regardent en bas, donc si c'est à gauche ou à droite, ils vont être soit auditifs, soit kinesthésiques. Ça, c'est le deuxième système de représentation. Donc, pour se mettre en connexion avec quelqu'un, il va falloir utiliser les prédicats. Et pendant ma formation, j'apprends également à utiliser les yeux pour se mettre en connexion avec quelqu'un. Ça fait en fait une double connexion en réalité. Ça, c'est jamais fait. En général, les gens utilisent les prédicats pour se mettre en connexion avec quelqu'un. Là, c'est... Alors, tout est inconscient, là. Hein. On est uniquement dans l'inconscient. La personne ne va pas entendre que vous parlez comme elle, surtout si elle ne vous connaît pas, que vous utilisez les mêmes termes. Ou le même canal. Elle ne va pas le savoir. Et même les gens qui vous connaissent, ils ne vont même pas le remarquer. Et les yeux, là, ils ne vont pas du tout savoir parce que ça va très vite, ça passe directement à l'inconscient. Ok ? Donc ça, c'est le thème sur les systèmes de représentation. Alors, le thème suivant que je voudrais aborder, c'est aussi un thème extrêmement connu en PNL, assez réduit en général. C'est-à-dire qu'on le réduit à quelques éléments seulement. Ce sont les ancrages.
Alors, les ancrages, c'est quoi? Lorsqu'on stabilise un... En fait, c'est pour stabiliser un état. D'accord? Pour stabiliser un bateau, on jette une ancre. Et donc, on le stabilise. Donc, ça va permettre, en fait, à une personne de s'associer ou de se réassocier à un état interne. Ok? Un ancrage que tout le monde connaît, hein, vous conduisez, il y a le feu qui est rouge, il y a le feu qui se met au rouge, immédiatement, vous appuyez sur le frein. J'espère pour vous. D'accord. Cet ancrage, il est tellement fort que lorsque vous êtes passager d'une voiture, si la voiture elle va assez vite et que vous voyez que le feu il va se mettre au rouge, vous appuyez sur un frein imaginaire. On a tous fait ça, non? Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Donc ça, c'est un ancrage. Okay. Alors, on a des ancrages. Donc, on a tout type d'ancrage. Les mots sont des ancrages. En général, donc l'ancrage, de manière générale, c'est un déclencheur externe qui entraîne un état interne. C'est toujours ce qu'on lit dans les définitions. C'est pas tout à fait exact, mais de manière générale, c'est ça. D'accord? Donc, les mots sont des ancrages. Lorsque, par exemple, je vous dis le mot amour, normalement, il va créer quelque chose de beaucoup plus fort que si je vous dis le mot orange. Pour la majorité des gens. D'accord? Donc les mots sont des ancrages. Donc je disais, c'est pas tout à fait ça, parce que par exemple, vous pouvez vous dire un mot, vous, amour, vous vous le dites à l'intérieur, il n'y a pas de déclencheur externe. Et ça crée un état chez vous. Souvent on dit que se dire des choses, ça crée un état interne. C'est prouvé ça. Hein. Donc si vous vous dites un mot important pour vous, ça va créer un état chez vous. D'accord? Donc on peut avoir tout type d'ancrage. D'accord? Ça peut être un ancrage, par exemple un ancrage visuel. Je ne sais pas si vous allez suivre ma formation. Donc j'ai fait un ancrage là. D'accord, avec ma main. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire ça, j'ai pas besoin de redire la phrase. Votre cerveau, à chaque fois, il va entendre la phrase. Vous allez suivre ma formation. D'accord? On va le voir avec un exemple concret dans le discours du président. Il y a énormément d'ancrage. Énormément en fait. Presque à chaque phrase. Vous pouvez avoir un ancrage visuel. Bon, évidemment, les ancrages visuels, vous ne les voyez pas nécessairement, d'accord? Par exemple, si je vais là, ça peut être un ancrage aussi. Okay? Vous allez suivre ma formation. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais revenir là, vous allez avoir cet ancrage. Je peux en faire plusieurs. Je peux en faire un là, je peux en faire un là. Vous allez apprendre rapidement la PNL. Hop, il est là. Je peux en faire un ailleurs. Donc là, je l'ai fait pour que vous le voyez. Mais il peut être fait sans que vous le voyez. Surtout, vous avez vu que je parle beaucoup avec mes mains. Donc c'est pas un souci. Après, vous pouvez avoir un ancrage auditif. D'accord? Vous allez suivre mes formations. Donc là, il est auditif. Donc vous avez un ancrage auditif, vous avez un ancrage visuel et vous avez un ancrage sur la phrase que je dis. Donc je vais illustrer tout ça maintenant. Alors. Donc j'ai pris... je vais vous regarder, c'est mieux quand je parle quand même. C'est mieux quand je vous regarde. J'ai pris... hop. Donc j'ai pris le discours du premier confinement, le 16 mars 2020. Donc ce discours, il est 4 jours après un autre discours, je crois que c'est 4 jours, hein. C'était 4 jours avant je crois, il me semble, le discours que le président avait fait pour dire aux gens qu'ils pouvaient aller voter au premier tour des municipales. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de choses en relation dans ce discours. Donc j'ai pris celui-là, mais les techniques qu'il utilise, qui sont utilisées, que ses conseillers lui suggèrent, sont utilisées dans tous ses discours. Et peut-être même en allant crescendo. Je vous le redis avec force ce soir. Respectons donc les gestes barrières. donc là, il y a
un ancrage du buste, d'accord? Il penche le buste, il fait un ancrage visuel et il fait un ancrage sur la voix. Il y a un ancrage auditif là. Respectons, donc il y a 3 ancrages sur ce mot-là, d'accord? Il insiste, vous allez voir dans beaucoup de termes, donc souvent il parle sur l'expiration et quand il veut insister sur un mot, il parle plus fort sur ce mot. Okay, donc ça c'est le premier ancrage, il y en a beaucoup. Hein. Je vais vous en montrer un autre, puis ensuite je vais vous en montrer un que vous connaissez bien. Inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre. Alors, celui-là il est extrêmement intéressant. Donc il y a 6 fois la même phrase en 4 minutes. Ok, donc quand je vais vous le remontrer, je vais vous montrer le suivant. Parce qu'il est un tout petit peu différent le suivant. Hier, notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Alors, là, il change de voix. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand il dit « nous sommes en guerre », sa voix, en fait, diminue. Et il y a à chaque fois un mouvement avec la main. Alors, le premier mouvement avec la main, il n'est pas le même que le deuxième et le troisième. Bon, c'est très difficile de faire une intervention télévisée en se souvenant de tous les gestes. Tous les gestes sont contrôlés là. L'avantage, c'est qu'il est assis. Il y a moins de gestes incontrôlés que quand vous êtes debout, mais quand même. Donc, il y a une avancée du buste, une voix qui est différente, et la phrase. La phrase, c'est un ancrage. Je vous ai dit, les mots sont des ancrages, d'accord? Donc cet ancrage-là, 6 fois en 4 minutes. Je reviendrai sur le terme un peu plus tard. Le thème suivant que je voudrais aborder, c'est un thème aussi fondamental en PNL, c'est ce qu'on appelle le Milton Model. Le Milton Model, il s'appelle Milton Model parce qu'il vient de Milton Erickson. Okay. Donc dans le Milton Model, il y a énormément de choses. Donc j'ai choisi quelques éléments qui me paraissent être les plus importants. Donc il y a ce qu'on appelle les instructions ou les questions cachées. Donc ça, les gens qui font de l'hypnose disaient que c'était le secret de Milton Erickson. Ok, maintenant c'est un secret qui est un peu éventré, quoique il y a très peu de gens qui les utilisent. Ok, je ne sais pas si vous allez suivre ma formation. Donc là, je suis en train de vous dire, je ne vous dis pas, vous allez suivre ma formation. Non, parce que vous n'allez pas le faire. Il y a peu de gens qui vont le faire, quoique on va voir qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des suggestions directives. D'accord, mais je ne sais pas si vous allez acheter ma voiture. D'accord, si je suis vendeur de voiture. Donc là, en fait, votre cerveau, il entend une instruction. Il entend vous allez acheter ma voiture, vous allez faire ma formation, mais je vous dis je ne sais pas si, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est une instruction cachée. Alors, je vais vous donner un exemple. Ou amicales ne seront plus permis. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum. Vous avez vu? De nouveau, il y a un ancrage, sa voix change. Il s'agit de limiter. Donc en fait, il est en train de vous dire, c'est un impératif là. D'accord? Mais vous ne l'entendez pas comme ça. Il s'agit de limiter. Bon, c'est gentiment dit, c'est délicatement dit, mais c'est une instruction cachée. D'accord? Donc en fait, là, il y a l'impératif comme quand je vous dis vous allez suivre ma formation. C'est exactement la même chose. Donc le cerveau des gens qui écoutent, bon en plus, j'ai pas parlé de ça, mais en plus là, ça passe par la télévision. Donc la télévision est un moyen extrêmement efficace de mettre les gens en hypnose. D'accord? Vous êtes passif devant la télé, donc c'est d'ailleurs en Nudge c'est vraiment un outil extrêmement utilisé, la télévision, parce qu'en fait ça permet vraiment de mettre les gens en hypnose. Donc vous avez la mise en hypnose avec la télévision et derrière vous lancez une instruction cachée. Ça c'est une instruction cachée. Alors le deuxième point que je voudrais aborder dans le Milton Model, ce sont les présuppositions. D'accord? Donc les présuppositions, par exemple, si quelqu'un vous dit premièrement, il va au moins y avoir
un deuxièmement, au moins, d'accord. Si la personne vous dit, alors si elle vous dit où, alors le où il marche pas tellement pour les adultes, mais il marche bien pour les enfants. Par exemple, si vous voulez que votre enfant, il est en bas âge, vous voulez lui faire prendre un bain le soir, il n'aime pas ça, ou pour les devoirs. Par exemple, on va changer. Au lieu du bain, vous voulez qu'il fasse ses devoirs, il ne veut pas faire ses devoirs, et vous lui dites tu veux faire tes devoirs avant ou après manger. Donc, ça veut dire que vous présupposez que de toute manière, il va faire ses devoirs. Et que vous lui donnez un choix qui est un faux choix, puisqu'il va falloir qu'il fasse ses devoirs. Vous pouvez le faire pour le bain aussi. Hein. S'il ne veut pas prendre le bain le soir, tu veux prendre ton bain avant ou après manger. Okay. Donc le ou c'est aussi une présupposition. Alors il y en a d'autres. Il y a par exemple déjà, encore, quand, comme. Par exemple, vous vous êtes déjà inscrit à ma formation. Donc là, ça veut dire que je présuppose que vous allez vous inscrire à ma formation. Ou vous n'êtes pas encore inscrit à ma formation, donc je présuppose encore que vous allez vous inscrire à ma formation, d'accord. Ou par exemple, quand vous regarderez mon site, vous pourrez me dire à quelle formation vous voulez venir. C'est une présupposition, d'accord. Quand vous aurez votre permis de conduire, vous pourrez décider quelle voiture vous allez acheter. Là, vous présupposez, vous n'êtes pas en train de dire si. Vous présupposez que la personne elle va avoir son permis de conduire. Donc là, ça peut être utilisé, comme je vous l'ai dit, dans la bienveillance. Ça doit être utilisé dans la bienveillance, les présuppositions. Donc, il y a également comme je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, j'en ai fait une au départ. J'ai fait une présupposition. Je vous ai dit, comme vous le savez. Comment je sais que vous le savez? On ne sait rien, moi. Je ne sais pas. Quand je vous ai dit, comme vous le savez, on a tous fait ça à l'école, ou je ne me souviens pas ce que j'ai utilisé comme présupposition. Donc en fait, là de la même manière, je vais vous montrer des présuppositions. Presque. Le gouvernement a pris comme je vous l'avais annoncé. Comme je vous l'avais annoncé. Donc c'était, alors là c'est pour avoir de la cohérence dans le discours, puisque 4 jours avant, n'oublions pas qu'il a dit aux gens d'aller voter. Et là, on annonce le confinement. Hein. Donc il faut avoir de la cohérence dans le discours. Comme je vous l'avais annoncé. D'abord, peut-être que je n'ai pas regardé moi le discours précédent. Et puis 2, je ne sais pas, en fait, je ne vais pas aller vérifier que ça a été annoncé dans le discours précédent. Donc ça, c'est une présupposition. Okay. Je vais vous en montrer plusieurs. Je vous l'ai dit jeudi. Voilà, comme je vous l'ai dit jeudi. Donc de nouveau, il y a une présupposition. Il faut qu'il y ait une grande cohérence là dans le discours. Hein. C'est extrêmement bien fait. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'autre discours avant. Hein. 4 jours avant, vous dites aux gens, vous leur dites pas tout va bien, mais presque quand même. Hein. Et donc là, vous annoncez un confinement. Donc il faut qu'il y ait une grande cohérence. Il ne faut pas que les gens sentent qu'en 4 jours, vous avez changé d'idée. D'accord. Donc là, la présupposition, elle sert à 2 choses. Elle sert à la cohérence et à présupposer que je vous ai dit ça jeudi. Je ne sais pas, moi, en fait, s'il l'a dit jeudi. Peut-être, hein, peut-être qu'il l'a dit. Donc je vais vous en montrer une autre. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Vous aurez compris quoi? Vous pressentez quoi? Donc ça, ce sont des présuppositions, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, en plus vous l'aurez compris, c'est à moi qui parle, c'est à la France, c'est aux Européens, c'est à qui en fait? Et chacun d'entre nous va comprendre des choses différentes, va pressentir des choses différentes, d'accord? Donc là, la présupposition, elle est bien amenée, hein, d'accord? Alors, ça ce sont les présuppositions. Donc vous avez bien compris que la PNL va vous permettre d'aborder certains sujets en ayant une compréhension plus marquée de certaines choses et en faisant attention aux paroles des personnes qui interviennent sur certains sujets. Je viens de parler pendant 30 secondes sans rien dire. En fait, je vous ai rien dit.
j'ai utilisé des mots qui veulent rien dire. Ou plutôt, j'ai utilisé des mots qui veulent dire quelque chose pour chaque personne. Ça s'appelle des nominalisations. Donc ça, on peut parler très longtemps comme ça. Hein. Donc les nominalisations, ça a beaucoup d'intérêt. Par exemple, vous intervenez dans... Vous êtes un politicien et vous intervenez, vous avez des gens en face de vous qui ont des avis complètement différents. Donc si vous parlez en nominalisation, vous n'allez pas... Donc les nominalisations d'abord, ce sont des mots qui ne se touchent pas et qui ne se voient pas. D'accord ? Bonheur, amélioration, santé, ce sont des mots qui ne se touchent pas et qui ne se voient pas. D'accord ? Donc, quand vous parlez de manière globale à une assemblée, vous pouvez vous arranger pour que même si les gens ont des opinions complètement différentes, ils soient d'accord avec vous. Ok ? J'ai pris ce discours également parce que le président est le seul à utiliser ces techniques. Il y en a d'autres qui auraient peut-être intérêt à les utiliser pour que dans leur parti tout le monde soit avec eux, soit avec la personne. Je parle que techniquement là, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'avec les nominalisations, vous pouvez en fait permettre que des gens qui ont des idées complètement différentes soient d'accord avec vous. C'est utilisé dans les entreprises. L'année prochaine, nous allons améliorer notre productivité et nous allons nous diriger vers davantage d'écologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque personne qui va entendre ce discours, elle va avoir une association, donc avec son inconscient, avec son expérience, avec les métaprogrammes, on va en parler un tout petit peu des métaprogrammes, etc., différentes. Donc chaque personne va comprendre des choses différentes. Mais il ne peut pas y avoir de personnes en désaccord avec vous, si le discours est bien construit. D'accord ? Puisque ce sont des mots qui sont pas précis. Si par exemple vous dites l'année prochaine, je veux qu'il y ait 10% d'amélioration de productivité. Là, il va y avoir des gens en désaccord. Ils vont dire c'est pas possible. Si vous dites je veux qu'il y ait une amélioration dans la productivité, je veux qu'on se dirige vers l'écologie. Qui est contre se diriger vers l'écologie en ce moment ? Personne. Enfin, si je vous demande, s'il y a quelqu'un qui est contre ? D'accord ? Donc ça pose pas de problème, même s'il y a 500 personnes. D'accord ? Mais je vous donne pas le moyen précis de vous dire comment je vais me diriger vers cet objectif. Ok ? Donc les nominalisations, j'ai pris un passage qui est extraordinaire. Extraordinaire. 18. En termes de pouvoir d'achat, de continuité d'offre. Ça commence maintenant. Mes chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Donc très difficile, ça veut rien dire, on est d'accord. Enfin, quand je dis ça veut rien dire, c'est un mot. Mais très difficile pour moi, c'est pas la même chose que très difficile pour une autre personne. Okay ? C'est une nominalisation. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Donc, nul ne peut en prévoir précisément la durée. C'est pareil. On ne sait pas de quoi on parle en termes de durée. Dure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes. Il faudra. Donc là, les jours suivront les jours, les problèmes succéderont aux problèmes. De quoi on... alors, il y a bien un problème, d'accord ? Là, il annonce ça, il y a le Covid, etc. Mais on n'a pas... C'est une nominalisation, c'est un terme générique. On ne sait pas exactement quel problème ça va être pour moi, quel problème ça va être pour quelqu'un d'autre, quel problème c'est pour lui. C'est voulu, hein. Les termes sont voulus. Donc quand je dis quels problèmes sont pour lui, il sait hein, de quoi il parle, puisque tout ça c'est préparé. Alors, je vais vous expliquer comment je sais que c'est préparé. En lien avec les éclairages donnés par les scientifiques. D'accord, donc les éclairages donnés par les scientifiques. C'est quoi un éclairage donné par un scientifique ? D'abord, c'est quel scientifique ? De qui on parle là ? C'est les médecins, c'est les épidémiologistes, c'est le conseil scientifique. Je ne sais pas s'il avait déjà été mis en place à ce moment-là. Un éclairage, si je vous demande tout de suite quelle est votre définition de l'éclairage des scientifiques, on va en avoir
ça va être différent pour tout le monde. Donc on est en plein dans les nominalisations. C'est une phrase complète de nominalisation. On peut en faire. Moi j'ai fait des discours pendant 1 heure sur les nominalisations. Les gens sont venus me voir à la fin, ils m'ont dit bravo. Il faut que ça soit préparé, évidemment. Il faut que ça soit préparé. La mimique de la bouche, quand il l'a dit, c'est vraiment intéressant. Il n'y croit pas. Oui, alors j'ai pas fait ces analyses-là, d'abord parce que je suis pas un pro de ça. Il y a des gens qui savent bien le faire que moi, qui savent beaucoup mieux le faire que moi. Mais il y a des analyses comme ça sur Internet, qui sont pas très détaillées d'ailleurs. J'ai regardé un peu les analyses sur Internet. Elles sont très globales. Il y a quelques éléments comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors. Expérience de terrain, il faudra nous adapter. D'accord, les expériences de terrain. Nous allons. Alors. Mais aussi pendant cette période, de travailler, de progresser sur les traitements. Et je sais le dévouement de plusieurs équipes. Alors, les expériences de terrain, c'est pareil. De quoi on parle précisément? C'est quoi une expérience de terrain? Si vous pouvez me le dire. Alors, dans les nominalisations, donc dans le Milton Model, il y a aussi les verbes non spécifiques. Donc, je suis resté sur cette séquence parce que là on a quasiment tout là. Formidable, en plus on a peut-être des ancrages, j'ai fait attention. Donc on a les verbes spécifiques d'abord. Un verbe spécifique c'est courir. Courir, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de... Bon, on peut courir plus ou moins vite, mais quand je dis courir, c'est courir, on sait de quoi on parle. Et on est tous à peu près d'accord. Ok ? Nager. Nager, c'est un verbe spécifique. Manger, c'est un verbe spécifique. Boire, c'est un verbe spécifique. Verbe non spécifique. Adapter. Penser. Imaginer. Progresser. Améliorer. Tout ça, ce sont des verbes non spécifiques. Donc là, c'est utiliser. Vous avez le même exemple qui est donné dans la phrase. Pendant cette période, nous allons continuer aussi pendant cette période de travailler. Alors on va revenir sur le nous, mais on me parle à moi. C'est moi qui vais travailler. C'est vous qui allez travailler. Enfin, quand je dis c'est vous, c'est la personne qui intervient qui va travailler. Donc travailler, c'est relativement spécifique comme verbe. Mais là, il y a une interrogation, c'est le nous, on va y revenir. Donc progresser, adapter. Bon, quand on vous dit penser, imaginer, ce sont des verbes non spécifiques. On ne sait pas de quoi on parle précisément. Et le dernier point que je voudrais aborder sur le Milton Model, c'est le manque d'index de référence. Alors, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui disent ouais, on a tous fait ça. Ah bon? Vous voulez dire vous avez fait ça? Ça veut dire quoi, on a tous fait ça? On l'entend tout le temps dans les discours politiques, dans les discours des dirigeants, d'entreprises. On a tous fait ça. Ça, c'est un manque d'index de référence, c'est-à-dire on ne sait pas de qui on parle. Donc là, on l'a là. Nous allons continuer. De qui on parle? C'est qui nous, là? Qui va travailler? Effectivement, quand vous êtes la personne qui regarde le discours, vous dites ouais, vaut mieux que vous continuez à travailler vous, parce que vous gérez la France. Mais moi, est-ce que je vais continuer à travailler? Moi, je suis peut-être retraité. D'accord? Donc là, on a un manque d'index de référence. Alors, je vais vous en montrer d'autres, parce qu'il y en a aussi qui sont intéressants. Il y en a un qui est très intéressant. Chers compatriotes, la France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Ok, nul ne peut en prévoir précisément la durée. De qui on parle? C'est qui nul? On ne sait pas en fait. Qui ne peut pas en prévoir la durée? C'est moi. Je veux dire, c'est moi président. Je veux dire, c'est le président qui parle. Donc, est-ce que lui dit moi je ne peux pas en prévoir la durée? Il n'utilise pas je. Il dit nul. On parle de qui? Des scientifiques. C'est intéressant, ça dépend. Chacun va avoir. Là, on a. C'est une opinion. Non, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'il y ait une association selon l'expérience des gens, selon leur système de représentation. Les systèmes de représentation, c'est fait pour traiter l'information. Donc, ça peut être le cas selon votre expérience personnelle. Nul, ça peut être personne. Pour moi, nul, ça veut dire. Ça peut être aussi les scientifiques.
Hein, ça pourrait être les sciences. Enfin, si on voulait vraiment cadrer les choses, la durée d'une maladie, qui peut la définir? C'est pas personne, justement. C'est nul, ça pourrait être les scientifiques. On ne sait pas, en fait. Hein. C'est un manque d'index de référence. Alors, la dernière partie sur laquelle je voudrais intervenir, en ce qui concerne la PNL, c'est ce qu'on appelle le métamodèle. Donc le métamodèle, c'est un très gros apport de la PNL, et une personne a eu à mon avis, enfin pas qu'à mon avis d'ailleurs, Richard Bandler m'en a parlé, mais a eu un impact sur le métamodèle. Cette personne, elle s'appelle Alfred Korzybski. Il a créé la sémantique générale. Alors ce qui est assez... Bon, la vie est parfois drôle. Alfred Korzybski, il est mort à quelques jours d'écart de la naissance de Richard Bandler. Il est mort, je crois, le 1er mars 1950 et Bandler est né le 24 février, il me semble. Donc quelques jours d'écart. Il a eu un impact important, même sur la PNL, sur des choses qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais sur les présuppositions, sur pas mal de choses. Alors le métamodal, c'est quoi? Souvent, on le définit comme l'inverse du Milton Model. C'est-à-dire que le Milton Model, c'est global, et le métamodèle, c'est pour aller chercher de la précision, en fait. Donc, quand les gens parlent, ils ont des imprécisions, et donc le rôle du métamodèle, c'est d'aller chercher ces imprécisions pour les rendre beaucoup plus précises. Et lorsqu'on va, en fait, passer de l'expérience globale, la personne parle en nominalisation, ou avec un manque d'index de référence, avec une nominalisation, avec un verbe non spécifique, on va lui poser des questions pour lui faire préciser les choses. Et donc il va y avoir un cheminement mental qui va se passer dans la tête de l'individu auquel on va poser des questions. Ok ? Je prépare des choses pendant les formations, donc autant les utiliser comme exemple. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la précision. Donc la précision pour mieux comprendre les gens. Par exemple, nul, c'est qui? D'accord, c'est une question. J'y reviendrai. C'est dommage que les journalistes n'utilisent jamais le métamodèle. En général, lorsque le président est en face de journalistes, lorsqu'on passe à la série de questions, il commence à poser des questions, les journalistes, et vous voyez dans ses gestes qu'ils commencent à se détendre. Parce que les questions ne sont pas comme ça. Elles ne sont pas sur la base du métamodèle. Ça serait beaucoup plus compliqué. Hein, vous imaginez, progresser c'est quoi, nul c'est qui, bon, on ne va pas le faire sur tout un discours, mais sur certains points extrêmement importants, le métamodèle pourrait être très intéressant pour les journalistes. J'en ai pas vu ces dernières années l'utiliser, il y en avait peut-être avant qu'il l'utilisait. Donc c'est à la fois pour avoir de la précision et à la fois pour faire réfléchir la personne dans son cheminement mental. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de lui poser ces questions vont le faire tellement réfléchir que parfois ça va le faire changer d'avis, souvent même. Donc, c'est une méthode très intéressante pour convaincre quelqu'un. Mais au lieu d'avancer des arguments, on sait qu'aujourd'hui les arguments, enfin dans la communication, on sait que l'argumentaire c'est 7% de la communication. Okay. Le métamodèle, il est très intéressant pour ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il peut être utilisé aussi bien dans ce cadre-là par des journalistes qu'en thérapie, etc. Parce que le cheminement mental va avoir un impact sur la personne à qui on pose la question. Okay ? Je vais prendre des exemples pour que ça soit plus clair pour vous. Donc, une phrase bien formée, c'est une phrase où il n'y a pas d'omission, où il n'y a pas de manque d'index de référence, où il n'y a pas de verbe non spécifique, où il n'y a pas de nominalisation, etc. Okay ? Donc, par exemple, une phrase bien formée en français, c'est un sujet, un verbe, un complément. Chaque matin, Thierry boit un café et mange 2 tartines.
on a l'index de référence, c'est Thierry. On sait même que c'est chaque matin. Boire, manger, c'est des verbes spécifiques. Et on a un complément. On sait qui boit un café et qui mange des tartines. Dans cette phrase, très simple, il n'y a aucune partie du Milton Model. Il n'y a pas de nominalisation, enfin, à moins que vous me disiez qu'il y en a plutôt. Il n'y a pas de verbe non spécifique, il n'y a pas de manque d'index de référence, il n'y a pas d'instruction cachée. C'est une phrase bien formée. Ok ? Il n'y a pas de présupposition, etc. etc. Si on prend la même phrase en changeant Thierry par on, donc chaque matin, on boit un café et on mange 2 tartines. On ne sait pas de qui on parle. D'accord ? Donc la question en métamodèle, ça sera qui c'est on. Okay ? Quand quelqu'un, dans la formation, je le dis aux gens. Quand une personne d'ailleurs me dit on a tous et je fais on c'est vous. D'accord ? Donc je recadre. Donc, métamodèle, les questions, c'est ce qu'on appelle des recadrages. Donc le on peut le préciser. Donc si on prend la même phrase en supprimant café et tartine, on peut lui demander tu bois quoi ? Tu manges quoi ? Par exemple. Ok ? Si on met en place un verbe non spécifique, chaque matin, Thierry réalise qu'il a faim. Réaliser pour toi, c'est comment ? C'est quoi ? C'est quoi réaliser ? Hein, c'est comme s'adapter, progresser, c'est quoi ? Ça veut dire quoi précisément ? Donc, il va vous répondre. Il peut vous répondre en utilisant un autre verbe non spécifique. Mais normalement, vous allez lui poser la question, c'est quoi précisément réaliser pour toi ? Ok ? Donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc je vais vous donner une phrase et vous allez me dire tous les points sur lesquels vous pouvez faire du recadrage. On dit souvent que les gens font moins de sport qu'avant. Vous avez entendu celle-là, non ? On dit souvent que les gens font moins de sport qu'avant. Donc à votre avis, qui ont effectivement quoi d'autre ? Et qui sont les gens ? Souvent. Donc c'est quoi souvent ? Qui sont les gens, effectivement ? Qu'avant quoi ? Avant quoi ? Font moins de sport. Moins de sport, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. C'est intéressant. Ça veut rien dire. C'est bien, je suis convaincu. Ouais, ça veut rien dire. Donc c'est une phrase, mais en fait derrière, ça veut rien dire. Alors, en métamodèle, en recadrage, on utilise. Bon, il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Wikipédia. Tu as dit on utilise. Ah, bien sûr. L'apprentissage est rapide. Hein. Faut que j'aille là. L'apprentissage est rapide. Alors, en France ou sur Wikipédia, sur Internet, on voit des recadrages. Nous pouvons voir des recadrages. J'en ai vu. Je sais ce que je vais prendre maintenant. C'est de ma faute, hein, j'ai bien cherché. Alors, en général, il manque le recadrage principal, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit toujours être fait. D'accord ? Celui-là, il est quasiment inconnu. Dans les écoles de formation, il est quasiment inconnu. Et il y a un petit diagramme, un jour on m'a envoyé ça, quelqu'un qui faisait ma formation, il y a à peu près un an, il m'a envoyé un petit diagramme où il y avait 8 recadrages. Donc dans les 8 recadrages, en fait, pour chaque phrase, on a aujourd'hui à peu près 25 à 30 recadrages. Il y a. Pardon ? Bah, il y a. Il y a. Alors, il y a à peu près, c'est bon. Il y a à peu près entre 25 et 30 recadrages. Donc là, il y en avait 8. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est... ouais, moi, j'utilise beaucoup de nominalisation. En général, c'est volontaire. Lorsqu'on fait un recadrage, lorsque
lorsqu'on fait, je fais, lorsqu'on fait un recadrage, lorsque je fais un recadrage, lorsque vous faites, lorsque vous venez faire ma formation, un recadrage. En fait, il faut, bravo, il faut, vous ne pouvez pas en faire plusieurs à la personne, parce qu'il faut lui laisser le temps de réfléchir. D'accord ? Et si vous en faites plusieurs à la personne, la synchronisation va s'écrouler. Vous allez être, on lit, je lis, j'ai lu, parfois ça dans des livres, vous faites 10 recadrages, non. Vous faites jamais plus d'1 ou 2 recadrages. Parce qu'en fait, sans ça, ça va énerver les gens. Et puis vous ne les laissez pas réfléchir. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez en apprendre, bon, pendant ma formation, les gens en apprennent beaucoup. Mais ensuite, il va falloir faire le tri pour trouver le meilleur recadrage. Parce qu'il faut tirer du premier coup, là. Hein, il faut que ça soit le bon tout de suite. Vous ne pouvez pas en sortir 10. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de trouver le bon recadrage qui va permettre ce cheminement mental, qui va permettre, si vous voulez convaincre la personne, de la faire réfléchir en ce sens. Convaincre, ça peut être convaincre en thérapie, hein, vous avez bien compris, également. Là, ça pourrait être le cas. Hein, les journalistes pourraient poser une question, une bonne question. J'en mentionnerai une éventuellement un peu plus tard. Donc, vous apprenez la totalité des recadrages. Ensuite, il faut choisir le bon pour que ça soit vraiment efficace. Okay ? Par exemple, vous êtes avec votre conjoint et vous arrivez en retard à un rendez-vous avec lui. Enfin, vous arrivez en retard, vous avez rendez-vous et votre conjoint vous dit « Ah, tu es encore en retard !» Dans la plupart des cas, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Se justifie. Vous vous justifiez ? Eh bien, non. Ça, c'est pas bon. Alors, pas bon tout de suite. Vous allez pouvoir vous justifier après. Mais ça, c'est ce que vous faites tous. Quand je dis ça change votre communication, ça, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant à ce moment-là de la changer, cette communication. Parce que vous allez vous justifier. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Donc, vous pouvez dire à la personne qui attend, ok, je suis en retard, qu'est-ce que ça crée pour toi ? Quel est l'impact que ça crée pour toi ? Quel est le problème pour toi ? Quelle émotion ça crée pour toi ? D'accord ? Et là, imaginez qu'elle vous dise, que la personne, donc votre conjoint, il vous dit, il peut y avoir un tas de réponses. C'est pour ça que vous avez intérêt à ne pas partir sur la justification. C'est la CNV, après on passe à la CNV. Qu'est-ce que ça fait pour toi ? C'est pas la CNV ? Non, c'est du métamodal. Donc, c'est qu'est-ce que ça crée pour toi ? Qu'est-ce que ça fait pour toi ? Et par exemple, imaginez que la personne, elle vous dise tu fais jamais attention à moi. Mais elle peut vous dire, ça veut dire que tu m'aimes pas aussi. Hein. Et si vous vous êtes justifié, vous allez louper celui-là. Hein. Il est très fort. Hein. Si on a beaucoup comme ça. Donc vous avez intérêt à lui poser la question. Okay ? Donc imaginons que la personne vous dise, votre conjoint vous dise, tu fais pas attention à moi. Okay ? Donc là, On peut lui répondre, c'est toi qui penses comme ça. pardon ? On peut répondre, c'est toi qui penses comme ça. Ouais, mais c'est C'est pas très empathique. c'est conflictuel. Non, on peut par exemple lui demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être en retard ? Tout le monde a été en retard une fois dans sa vie. Tout le monde. Et donc, si elle dit oui, une fois, hein, j'ai besoin qu'une fois, est-ce que ça voulait dire que tu ne faisais pas attention à la personne qui t'attendait ? L'autre possibilité, ça veut dire, est-ce que tous les gens qui sont à l'heure, ça peut être font attention à leur conjoint ou aiment leur conjoint. Hein ? Ça peut être, par exemple, après il peut y avoir d'autres recadrages, un petit sourire ironique, vraiment tu penses que je fais pas attention à toi. Donc c'est important, là ça vous montre un peu le changement de communication, c'est juste un tout petit exemple. Hein. Je vais partir sur le discours, donc je vais détailler un peu plus ce qu'on a commencé à regarder sur le discours, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Je laisserai une partie question à la fin. Alors, sur le discours. Vous allez peut-être les reconnaître vous-même maintenant. Oui, celle-là, elle est assez simple. D'entre vous, une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, presque. C'est quoi ça? Une nominalisation, exactement. Une idée lointaine, une réalité immédiate, pressante. Sont des nominalisations, ça. Ensuite, celle-là, vous l'avez vue. Alors, il y a un point intéressant aussi. Enfin, tout est intéressant. Alors, avant de continuer, donc on va regarder la vidéo et on va s'arrêter sur quelques exemples. Oui, j'ai dit on. Alors, on va le faire ensemble. Il y a beaucoup de conseils derrière. Alors, comment je le sais? Parce que on m'a rapporté un événement qui était extrêmement intéressant. Par exemple, vous en avez sans doute entendu parler, ça a été indiqué d'ailleurs. À un moment, sur son compte Twitter, le président a dit, il venait d'avoir le Covid, et il a dit, je fais les gestes barrières, je mets mon masque, je me lave les mains, je mets du gel, et pourtant j'ai attrapé le Covid. Et ben, non mais en fait là, l'inconscient des gens qui ont vu ça, si c'est la réalité, j'ai pas vu le message sur Twitter, on en a parlé. Et d'ailleurs, on m'a dit aussi que le message il avait vite disparu, parce que le conseiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je fais tout, et en fait ça sert à rien. Et donc c'est ce qui est envoyé à l'inconscient. L'inconscient des gens, moi, quand on m'a donné la phrase, je me suis dit « Waouh !» Donc, apparemment, son conseiller sur le sujet, il lui a tout de suite dit d'enlever ça rapidement. Donc, vous avez beaucoup de... Donc, là, tout est préparé. C'est une intervention télévisée. Je ne sais pas combien d'heures ont été passées là, pour la préparation. Hein. C'est inimaginable. Hein. Moi, j'ai conseillé dans d'autres pays un moment des gens en termes de communication. Vous passez un temps, mais infini. Hein. Parce que là, les gestes aussi sont contrôlés. Pas toujours, mais ils sont assez bien contrôlés. Lorsque vous faites des ancrages, normalement, il faut que ça soit des ancrages différents par rapport au sujet. Mais là, vous ne pouvez pas faire ça, 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 ça. Donc là, ce sont souvent les mêmes qui sont faits. Parce que c'est la seule possibilité. Mais les gestes sont contrôlés. Les paroles, on peut les contrôler facilement. Vous pouvez contrôler facilement vos paroles. Les gestes, beaucoup moins. Il faut que ça soit travaillé. Là. Donc là, sur le discours, il dure combien de temps? 21 minutes. Il est contrôlé intégralement. Il y en avait eu un 4 jours avant. Il y en a eu après, régulièrement. Donc tout est travaillé en détail. Hein. C'est pour ça que je vous disais, il est conseillé. Parce que, avec cette histoire de Twitter... là, apparemment, le conseil, si c'est le cas, si ça a été la réalité, il n'y avait pas eu de conseil. Là. Sans ça, la personne lui aurait dit immédiatement de ne pas mettre ça, en fait. Hein. Et donc, ça explique pourquoi ça a rapidement disparu. Si c'est le cas, hein, je ne l'ai pas vu. Hein. Un élément. Les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Alors, là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, il donne des détails, là. Vous êtes d'accord, il n'y a pas de nominalisation. Et en fait, pour convaincre les gens, il faut donner des détails. Ok ? En général, c'est vraiment très important. Si votre enfant rentre et par exemple, vous lui dites « Ouais, ça va pas, c'est sale, tu rentres, tu mets, t'es rentré avec tes chaussures sales, t'en mets partout, etc. » Alors que si vous lui donnez des détails, regarde là, sur le tapis, ce que tu as fait, etc., vous avez plus de chances de le convaincre. Okay, donc, pour convaincre les gens, c'est mieux de donner des détails. Là, c'est ce qui se passe. Ils donnent des détails parfois. Il n'y a pas de nominalisation, contrairement à la phrase complète de nominalisation. On avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires. Alors, là, vous avez vu, il appuie sur le « évidemment », hein, parce que c'est quand même très...
c'est très très important comme décision. C'est unique. Les gens, ils n'avaient jamais été confinés. Nous n'avions jamais été confinés. J'ai dit les gens, personne n'a réalisé. C'était pour voir si vous suiviez. Ce qui me choque le plus, c'est la France n'avait dû prendre de telles décisions. Oui. C'est-à-dire que quelque part, il se défausse complètement. C'est la France qui prend la décision. Oui, mais là, je voulais insister sur le évidemment pour rassurer. Ok. Oui. Parce que là, en fait, vous allez, dans le discours, il parle beaucoup de, on va y venir, on a fait ensemble. J'ai pas fait tout seul, c'est-à-dire que j'ai consulté des anciens présidents, j'ai consulté les présidents du Sénat, j'ai consulté des experts. Donc en fait, c'est pour ça qu'il globalise, là, pour montrer qu'il n'a pas pris la décision seul. C'est intéressant comme remarque. Mais là, mon point, c'était sur évidemment. D'accord ? Il y a 2 fois évidemment. Hein. Évidemment exceptionnel, évidemment temporaire, pour rassurer les gens. Hein. Donc ce mot, il est important. 1,15. D'ailleurs, on va le voir là, les recommandations scientifiques. Sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger. Donc, sur la base de recommandations scientifiques, avant dans mes formations, avant qu'il y ait le Covid, je disais tout le temps, il y a 2 autorités en France. Les médecins et... En France. Les médecins et le fisc. En fait, c'est intéressant parce qu'on voit l'autorité là. D'accord ? Là, la phrase, elle est dite avec sur la base de recommandations scientifiques. D'accord ? Donc il y a l'autorité qui est extrêmement important. Là, en PNL, là, on dirait plutôt en hypnose d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hypnose conversationnelle en réalité. Il y a de la PNL, de l'hypnose mélangée. Enfin, vous avez compris que c'est quand même très très proche. Mais en hypnose, le fait sur la base de recommandations scientifiques, c'est important. Moi, quand je voulais convaincre des gens bien avant ça, je disais, ce sont les experts, en général, s'ils sont américains, ils sont meilleurs. Ce sont les experts américains qui ont fait ça. Ça convainc beaucoup plus. C'est des experts scientifiques américains. C'est pas n'importe quoi. Donc là, c'est recommandations scientifiques. Okay, et évidemment, il y a nous derrière, avec un seul. Pourquoi nous d'ailleurs ? Pourquoi pas vous ? Vous protéger. C'est fait pour vous protéger en fait. Hein. Des gestes barrières contre le virus. Je veux aussi ce soir adresser mes félicitations républicaines aux candidats élus au premier tour. Environ 30 000 communes sur 35 000 ont après ce premier tour un conseil municipal. Alors, là c'est pareil, il justifie la décision d'avoir été voté 4 jours avant. D'accord ? Et en plus, là c'est très précis, vous avez vu. 30 000 sur 35 000. C'est pas... beaucoup ont été élus au conseil municipal. Donc là, on veut convaincre que c'était la bonne décision. 30 000 sur 35 000, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, c'est extrêmement précis. Là, il souhaite nous convaincre que c'était la bonne décision parce que ça a permis pour l'énorme majorité des communes d'avoir un conseil municipal. Okay, marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Comme si au fond la vie n'avait pas changé. Alors, là c'est un peu une punition. C'est une punition. Il y a des commentateurs qui ont noté, qui l'ont dit d'ailleurs, qu'il y avait une infantilisation de la population. En fait, c'est pas tout à fait juste. En tout cas, il manque une grande partie. D'accord ? Là, c'est ce qu'on appelle les métaprogrammes. En clair, vous avez des personnes. Là, bon, c'est comme les enfants. Il y a beaucoup de phrases, on va en revoir, où en fait les personnes sont traitées comme des enfants. C'est-à-dire qu'on va être directif avec ces personnes. Parce que ça fonctionne. Il y a des personnes qui aiment qu'on soit directif avec elles. Beaucoup. D'accord ? Donc il y a cette infantilisation pour une partie de la population et pour une autre partie, on va le voir, ça c'est pour toucher tout le monde dans la population.
Il y a pour l'autre partie qui est insensible à ça. D'accord. Pour l'autre partie, on va utiliser la responsabilité, la solidarité. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'autre partie vous faites ci, vous faites ça, allez vous faire vacciner. Allez. Par contre, on peut dire à l'autre partie c'est mieux que vous vous fassiez vacciner parce que c'est solidaire par rapport aux autres. Alors là, c'est les gestes barrières. Là. On n'est pas à la vaccination, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, donc c'est une grande partie également de la PNL qui permet d'identifier, notamment avec les systèmes de représentation, comment sont les gens, etc., comment ils réagissent. Et donc là, c'est fait pour toucher le maximum de gens. D'accord. Il y a des gens, on va leur dire, tu fais ça. Et puis il y a des autres personnes, ça ne va pas marcher. Puis il y en a beaucoup pour qui on ne peut pas parler comme ça. Par contre, quand on va utiliser le terme responsabilité, solidarité, et c'est utilisé énormément, et dans tous les discours, là, ça va avoir un impact. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit je me fais vacciner pour les autres. Alors si on leur avait dit va te faire vacciner, ils n'y auraient pas été. Donc là, c'est pour toucher le maximum de personnes. Okay. Donc il faut parler différemment selon le public. Donc là, il ne peut pas parler individuellement aux gens. En revanche, il y a les deux composantes. Okay. Et ça a excellemment bien marché. Alors, je vous le redis avec force ce soir. Respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. D'accord, donc ancrage très fort avec le pouce, la voix, donc il y a un ancrage auditif et un ancrage visuel. D'accord. Lorsqu'on parle avec davantage de systèmes de représentation, on enrichit le vocabulaire des gens. D'accord. Si je peux vous dire, la mer était magnifique, mais si je vous dis, la mer avait une couleur bleue écarlate, et pendant que je la regardais, ce soleil jaune était très intense sur mon corps. Vous voyez, j'enrichis mon langage là. D'accord. J'utilise beaucoup plus de systèmes de représentation. C'est ce qu'on cherche à faire lorsqu'on travaille avec le métamodèle en fait. Hein. C'est d'enrichir le langage. Alors ensuite, donc il y a énormément d'éléments du Milton Model. Hein. Il y a énormément, du Milton Model. Il y a énormément de nominalisation, de verbes non spécifiques, de quoi d'autre ? De manque d'index de référence, plus beaucoup d'ancrage dans tous ces discours. Et le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. D'accord, là il y a un ancrage, et encore une fois, c'est justifié par les scientifiques. Donc si c'est les scientifiques, c'est une autorité, c'est extrêmement important. Pour la majeure partie des gens, c'est important. Bien qu'à la télévision, on voit il y a une personne, ça me fait toujours beaucoup rire, qui est spécialiste des reins et qui passe quasiment sur toutes les chaînes pour parler du virus. Je trouve ça extraordinaire. Moi, lorsque je parle avec mes amis médecins, j'en connais un paquet. S'ils ne connaissent pas tout ce qui est virus et épidémiologie, ils peuvent me dire des choses, mais faire des analyses en profondeur par quelqu'un qui est un spécialiste des reins, d'ailleurs, avec qui j'ai été en contact à un moment sur Facebook, et il parlait de la nutrition. Et moi, je suis un spécialiste de la nutrition. J'ai été connu comme ça en tant qu'hypnothérapeute. Et notamment des études qui sortent aux États-Unis sur la nutrition. Et ils ne connaissaient pas, par exemple, le jeûne intermittent. J'avais eu un échange avec cette personne, et ça m'a fait rire quand je l'ai retrouvé sur les plateaux de télé, alors que c'est un spécialiste des reins et qui parle du virus toute la journée. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que quel que soit le scientifique, quel que soit le médecin aujourd'hui, on voit beaucoup de généralistes parler. Généralistes, il y a un médecin dans la salle, mais je pense que deux. Mais les épidémiologistes, ils sont quand même beaucoup mieux placés, il me semble, pour parler de ce sujet-là. Donc le point sur lequel je voulais insister, c'est qu'à partir du moment où c'est scientifique, c'est un médecin, c'est bon. Okay. D'ailleurs, au départ, dans le conseil scientifique, c'est uniquement technique, ce dont je parle.
Au départ, dans le conseil scientifique, il y avait très peu d'épidémiologistes. Hein. Je crois qu'ils en ont rajouté, il me semble. Mais il me semble qu'il n'y en avait qu'un. Je ne suis même pas sûr qu'il y en avait d'ailleurs. Il y en a pas. Si, maintenant il y en a. Mais au départ je ne sais pas. Donc l'autorité, c'est vraiment très fort hein, comme autorité. Surtout on va voir sur le langage. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins. Alors c'est 15 jours au moins, Ah oui, oui. pour pas effrayer la population. Il y a des politiciens qui l'ont critiqué là-dessus. Hein. Mais c'était fait pour pas effrayer les gens. C'était la première fois. Vous imaginez, pendant 2 mois, vous allez rester chez vous. C'est un risque. Hein. Alors que c'est 15 jours. Bon, il y a des gens qui savaient que c'était plus que 15 jours, mais pour une grande partie de la population, c'était pas évident. C'était 15 jours. Donc là, c'est pour pas effrayer la population. Alors, je reviens sur le 5.34. Dans la rue, ce ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà des foyers. Partout sur le territoire. Donc là, on l'a vu, hein, c'est un ancrage avec instruction cachée, limitée. D'ailleurs, c'est excellent ce qu'il fait. Hein, et sur toute une durée, c'est très difficile. Mais ça devrait être limité vos contacts. Limiter ses contacts. Ça devrait être limité vos contacts. Dans l'instruction cachée. Mais ça marche quand même, limiter ses contacts. Il y a limité, qui est très fort, et il y a les ancrages. Hein. Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Écoutons les soignants qui nous disent, si vous voulez nous aider, il faut rester chez vous et limiter les contacts. C'est le plus important. Évidemment, ce soir je pose des règles nouvelles. Nous posons des interdits, il y aura des contrôles. Discours parents-enfants. D'accord ? Ce que je vous disais, donc c'est ce que. Il y a pas mal de commentateurs hein, qui ont parlé de l'infantilisation. Même, il me semble, des commentateurs étrangers. La meilleure règle, c'est celle qu'en tant que citoyen, vous vous appliquez à vous-même. Et une fois encore, j'en appelle à votre sens des responsabilités et de la solidarité. Donc, il y a les personnes à qui on fait parents-enfants, et il y a les autres, solidarité, responsabilité. Alors, bon, on ne fait pas de nudge ce soir, mais c'est très intéressant. En nudge, il y a ce qu'on appelle l'amorçage. C'est-à-dire qu'en fait, le mot solidarité est tellement mentionné dans les discours, que si vous faisiez une analyse, le nudge, ça a été créé donc par des comportements économiques, hein, et c'est rempli de statistiques. Et l'amorçage en nudge, en fait, tellement on entend le mot solidarité, que ça serait intéressant de voir comment ont été solidaires les gens dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire que pour moi, on ne l'a pas mesuré, mais il y a eu sans doute beaucoup plus de solidarité de la part des personnes. Beaucoup plus. Donc ça c'est du nudge, mais je fais juste un petit aparté. Ça s'appelle un amorçage, c'est-à-dire que quand il y a des mots vraiment alors on appelle ça ancrage en PNL, mais amorçage, ça veut dire que les gens se comportent différemment à partir de certains mots. Alors, J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Le Premier ministre en a informé aujourd'hui même les chefs de parti représentés au Parlement. Cette décision a fait l'objet d'un accord unanime. Alors, là, 4 jours avant, les gens ont été votés. Hein, donc, pardon ? Mais 4 jours avant, c'était super. Donc là, ça veut dire que là, j'ai partagé, c'est pas moi qui ai décidé, c'est un accord unanime. Et d'ailleurs, il parle même de ses prédécesseurs, de hautes autorités, la consultation de hautes autorités. Bon, c'est un peu une nominalisation encore, mais là, ça veut dire, voilà, il y a un accord unanime, c'est pas moi qui prends la décision, tout le monde a décidé que... Hein. C'est normal, hein, c'est cohérent. Hein. Alors, on revient sur la solidarité qui est vraiment mise énormément sur un peu partout.
rester, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, profondément solidaire et d'innover là aussi sur ce point. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique. Alors, donc la solidarité, c'est beaucoup utilisé, c'est un mot essentiel. Ça va justifier beaucoup de choses. Depuis presque 2 ans maintenant, ça a justifié les gestes barrières, le confinement, la vaccination. C'est un mot qui revient énormément. Alors ensuite, c'est le nous sommes en guerre, et je voudrais l'associer avec... Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Alors, là, vous avez que des termes de guerre. D'accord ? Il y a nous sommes en guerre, l'ennemi est là, c'est la mobilisation. Un peu plus loin, c'est le combat. Donc, c'est que des termes militaires, en fait. Donc, il y a l'ancrage sur le nous sommes en guerre qui est très fort. 6 fois en 4 minutes. C'est fort, hein. Surtout qu'il y a, encore une fois, il y a la phrase, il y a le ton, il y a les ancrages, il y a 2 ancrages visuels, c'est très très fort. Donc, les termes militaires sont utilisés pour justifier, pour indiquer ce qu'on va faire. Par ordonnance, dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. Alors, là, vous avez la guerre va justifier de prendre des décisions à caractère exceptionnel. Ok ? Donc, les ordonnances, le Conseil de défense, etc. En fait, comme tous les termes qui ont été utilisés sont des termes relatifs à une guerre, ennemi, combat, mobilisation, ça permet de justifier des décisions à caractère exceptionnel. Inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Donc là, même, la guerre justifie l'union nationale. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de me critiquer quelque part. Il y avait déjà des critiques à ce moment-là. Donc il faut arrêter de me critiquer. On est dans cette période et donc on doit tous être unis. C'est exactement ce dont on parle. Donc on est encore dans le cadre d'une guerre. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants, qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander... Alors là on l'entend encore beaucoup. La nation soutiendra ses enfants, combat, première ligne. De nouveau, on a des termes militaires. Il y en a beaucoup dans ce discours qui ont eu un impact extrêmement important. Quand vous dites aux gens juste nous sommes en guerre, juste cet ancrage-là, cette phrase-là, 6 fois en 4 minutes, vous pouvez espérer que les gens vont avoir très peur, mais en plus, pendant tout le discours, il n'y a que des termes de guerre qui sont utilisés, qui sont répétés. Là, il y en a un nouveau en première ligne. Tout ça sont des termes équivalents qui évidemment font peur aux gens. C'était, à mon avis, le but. Alors ensuite, il y a des choses un peu différentes, mais pourront être mobilisés à leur profit. L'État paiera. Nous sommes en guerre. D'accord, donc de nouveau, il y a un ancrage, l'État paiera, donc il faut rassurer les gens. C'est le prix de la tranquillité. On se rend compte que les États qui ont confiné ont payé. D'accord, au Royaume-Uni, je pense que les gens touchaient 80% du salaire, je pense pas, je suis sûr d'ailleurs. Donc en France, je crois que c'était 84%, plus les sociétés. Et de plus en plus, les sociétés, les restaurateurs, toutes les sociétés qui ont subi les confinements ou couvre-feu, etc., il a fallu les rassurer de plus en plus. Sans ça, les gens ne restent pas chez eux.
si ils crèvent de faim, comme ça a été le cas en Russie, ils ont tout de suite arrêté le confinement. Hein. Il y en a eu un. Aux États-Unis, quoi qu'on en dise, il y a eu très peu de confinement. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'aide. Donc les gens, ils travaillent pas, ils mangent pas. Donc il y a eu très peu de confinement aux États-Unis. Hein. C'est ce qu'ils souhaitent. Et là où c'est nécessaire, leur rapatriement. Vous l'aurez compris, vous le pressentez. Cette crise sanitaire sans précédent. Alors, bon, là, il y avait les présuppositions, mais je voulais, en fait, ce qui m'intéressait, c'était cette crise sanitaire sans précédent. Donc, enfin, de nouveau, il justifie ce qui se passe. C'est vraiment très important. Le discours, il y a beaucoup de PNL, mais il y a aussi toute une cohérence du discours. Il faut être en cohérence avec ce qu'il a dit 4 jours avant. C'était pas évident, hein. Et être en cohérence avec tout ce qui est fait. C'est-à-dire, maintenant, vous restez chez vous. Il était très dur, le premier confinement. Hein. Donc, c'était 1 heure par jour, il me semble. Donc, faut vraiment utiliser des termes très forts. Hein. D'ailleurs, ça a tellement marché qu'à la fin du confinement, il y a des gens qui voulaient encore rester chez eux. Vous en avez pas rencontré? Moi, j'en ai rencontré pas mal, hein, qui disaient mais c'est pas normal de nous laisser sortir avec ce qui se passe. Donc ça a vraiment extrêmement bien marché. Hein. Il y a des gens qui me disent que la PNL ça marche pas. Alors, ensuite, on est presque à la fin. Pardon? Je me demandais si tu faisais des formations. Les moyens de subsistance des salariés comme des indépendants. Pour les plus précaires, pour les plus démunis, pour les personnes isolées, nous ferons en sorte, avec les grandes associations, avec aussi les collectivités locales et leurs services, qu'ils puissent être nourris, protégés, que les services que nous leur devons soient assurés. Pour la vie économique. Donc là, il rassure encore au niveau financier. Tout le monde a retenu le quoi qu'il en coûte. D'accord ? Il a été mentionné plusieurs fois aussi. Hein. Donc ça, c'est pour rassurer les gens au niveau financier. Bon, on a quasiment fini. Entreprise, quelle que soit sa taille. Alors attendez, là je vais revenir un peu en arrière. La France, aucune entreprise, quelle que soit sa taille. Donc aucune entreprise, d'accord ? Après. Sera livrée au risque de faillite. Aucun Français ne sera laissé sans ressources. S'agissant des entreprises, nous mettons en place un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales. Donc là, il rassure tout le monde en fait. Et chaque catégorie est prise individuellement pour être rassurée. Et ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Alors là, c'est assez intéressant. Ça ne sera pas un retour au jour d'avant. Métamodèle, comment vous le savez ? Parce que c'était pas la première épidémie. Hein. Donc après les épidémies, il y a eu un retour au jour d'avant. Hein. Donc là, je saurais en tirer toutes les conséquences. C'est quand même une phrase forte. Là, il n'y a pas eu de commentaire sur cette phrase. Ça veut dire quoi en fait ? Hein, c'est nominalisation. Je saurais en tirer toutes les conséquences. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas du tout. C'est du blanc total là en fait. Hein. C'est du blanc total, mais il est professeur d'école. Ouais, mais surtout il y a une préparation de la suite. Notamment il y a des termes. Bon, il y a encore solidaire, etc. Donc on pressent la suite parce que voilà sur cette conférence rapide par rapport à la PNL qui est assez riche. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. En tout cas, bravo. Merci. Bravo à vous. Vous avez été réactifs, ça a bien marché.